Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de CS à l'érable, le podcast 100% canadien. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël et je suis rejoint par les co-hôtes Tristan D'Amour et Daniel Cameron. Salut Daniel, salut Tristan, vous allez bien les amis? Ça va, ça va. Ça va, merci, salut les boys. Ouais, cool. Ben, on est là encore pour parler de ce tournoi des Island Games. Les Island Games, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu CSL Érable dans les dernières semaines, les Island Games, c'est ce qui remplace la saison 2020 de la Canadian Premier League, donc la première ligue canadienne. C'est cette saison 2020 qui est un peu disputée en forme de tournoi. On avait parlé en premier de la première phase où les 8 équipes étaient là. Ils se disputaient chacune de ces équipes-là se disputait un match les uns contre les autres pour arriver à ce moment-là à la fin de ce premier tour avec 7 matchs joués. Et à ce moment-là, les 4 premiers de ce premier tour-là se qualifient au deuxième tour. Et c'est là où on en est. On a joué, toutes les équipes ont joué leur 6e et 7e match depuis le dernier podcast. En tout cas, bon, il y en avait certaines qui avaient joué leur 6e match, d'autres non. Voilà, maintenant, on connaît l'identité des 4 qui sont qualifiés au prochain tour et on en parlera un peu plus tard. Mais commençons par ces matchs-là. Comme lors du dernier épisode, on a chacun choisi un match sur lequel on va discuter et on va parler et on va un peu plus exploiter. Et on va aller par ordre chronologique. Moi, j'avais choisi le premier match, qui est le match entre Forge FC et Valor FC. Un match qui était extrêmement important pour les deux équipes. En premier, Forge avait besoin de points pour finir dans les 2 premières places du classement et Valor avait besoin impérativement d'une victoire pour espérer se qualifier parmi les 4 premiers. Parce que c'est sûr ils auraient attendu dans tous les cas les autres résultats, puis ça aurait été difficile que toutes les autres équipes fassent des résultats favorables envers Valor. Donc bref, on arrive à ce match-là entre Valor et Forge, un match qui a commencé quand même assez vite, très ouvert, vraiment beaucoup d'occasions dans ce match-là. J'ai beaucoup aimé ce match-là, avec des équipes qui ont vraiment voulu jouer. On a parlé un peu avant, les amis Tristan et Daniel, du fait qu'on avait peur que Forge n'atteigne pas le quota de 250 minutes pour les joueurs de moins de 21 ans instauré en CanPL pour ces Island Games-là. Forge a réussi à le faire puisqu'ils ont titularisé le gardien de moins de 21 ans, Bajman, et aussi le latéral gauche, Mohsen, qui était là avec Forge FC. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, Elie, je me trompe. Ouais, bref. Elie Mohsen qui était là pour Forge FC. Puis c'était effectivement, ils ont effectivement atteint les 250 minutes. Donc, il y avait plus de problème de ce point de vue-là. Par contre, ce match-là s'est terminé sur un score de 2-2. Avec beaucoup de petites choses intéressantes, mais aussi beaucoup de petites choses pas très intéressantes. En premier, Bajman a fait quand même de très beaux arrêts, mais on voit encore qu'il a encore du mal à sortir de ses buts. On l'a vu sur les 2 buts de Valor qui sont venus sur la tête. Je pense que sur les 2, Man aurait pu peut-être sortir de la surface pour de sortir de son but pour pouvoir peut-être interrompre les centres. Donc, il y a des petites choses à arranger. Par contre, du côté de Valor, on a senti que cette équipe-là a vraiment tout donné. Elle a vraiment tout donné. Tandis que Forge, on sentait qu'il y avait un peu ce frein à main qui était là parce que, bon, ils savaient ça aurait été très difficile pour eux de ne pas se qualifier. Puis finalement, c'était un score final de 2-2 où Forge a réussi à passer parmi les 4 premiers, tandis que Valor n'a pas réussi. J'ai plein de choses à dire sur ce match-là, mais je sens que ça fait trop longtemps que je parle. Donc, j'aimerais avoir vos avis en premier. Tristan, t'as pensé quoi de ce match-là? Je ne sais pas s'il y a des petits points sur lesquels tu voulais t'arrêter. Moi, je suis juste content qu'on arrête de parler du stupide débat qui a été lancé la semaine passée là, sur le quota U21. Là. Sincèrement, ils avaient l'opportunité, ils l'ont fait. Ils ont rempli le quota, je pense, à l'heure de jeu. Là.
Donc, je suis vraiment content qu'on puisse finalement se taire un peu sur ce débat-là que je trouvais vraiment inutile du côté de la Première Ligue canadienne au sens large. Pour ce qui est de Forge, honnêtement, c'est ça. Je veux dire, Forge, c'est coup-ci, coup-ça, mais c'était l'équipe qui avait qui était déjà safe. C'était la seule équipe qui avait assuré sa participation à la deuxième phase. Donc, c'était pas le match le plus important côté Forge. On l'a un peu remarqué. Bajman, je pense pas qu'on va le revoir à moins d'une blessure. Donc, c'est un peu ça. Côté Valor, je veux dire. Oui, ils ont tout donné, mais après ça, les blessures ont vraiment. Tu vois que ça a vraiment coûté. Ça a vraiment coûté côté Valor. Là, je sais pas si on veut se mettre là-dedans, mais je vais faire entendre le son du canon et faire un peu l'avis de décès, un peu comme comme dans les Hunger Games. Mais côté Valor, beaucoup de prêts, mais encore là, je veux dire, ça va tellement être difficile de dire, bon, OK, qu'est-ce que cette équipe-là va avoir de besoin? Bon, cette équipe-là a clairement besoin d'un 9, mais encore là, ils ont 7 mois de entre-saison pour s'en trouver un 9. S'ils ne sont pas capables de s'en trouver un, ou s'ils ne sont pas capables de trouver des positions, de trouver des jambes fraîches pour remplacer le monde qu'ils vont avoir perdu en prêt parce que Pantemis revient à l'Impact, Julian Dunn va retourner à TFC. Donc, il y a quand même beaucoup de trous qui vont se créer côté Valor. Somme toute, moi, j'ai un peu de misère. On va sûrement en reparler. Les joueurs qui sont les joueurs canadiens qui ont un peu plus de 23 ans, qui font leur grand retour en CPL. Là. Je veux dire, Austin Ricci, c'en était un. Sebara, c'en était un autre. On va sûrement en reparler un peu avec Edmonton, avec Boakai. C'était des gros flops. Là. Austin Ricci, là, c'était censé être la personne qui allait remplir les buts. Clairement, ça n'a pas marché. Moi, je verrais bien un Anthony Jackson-Hamel avec un Master Catcher à côté pour remplir les buts côté Winnipeg. Quelqu'un comme ça, là, quelqu'un qui est vraiment capable de la mettre dedans, là, parce que c'est vraiment ça qui a manqué côté Valor. De la belle expérience pour James Pantemis qui continue à solidifier sa position comme jeune gardien de prometteur côté Impact de Montréal, mais aussi côté équipe olympique canadienne. Donc, on a vu des bons flashs pour Valor, mais on est encore loin de la marque, là, comme on a pu voir. Ouais, effectivement, on est encore loin de la map pour Valor. Ton impression, toi, sur ce match-là, Daniel, et bien évidemment sur ces deux équipes-là? Ben, honnêtement, tu as une équipe qui était presque sûre d'être qualifiée, une équipe qui était presque sûre de ne pas être qualifiée. Là, j'ai compris en voyant Byman sur les deux buts. Malgré qu'il a fait des belles parades et tout, il y a quand même beaucoup de tirs. Là. Sur les deux buts, on voit qu'il y avait un petit manque d'expérience. Malgré qu'il est grand de taille, on avait l'impression qu'il n'osait pas sauter. Là. D'ailleurs, les deux buts, c'était sur des corners, si je ne me trompe pas. Des têtes. Que je veux dire, là, je comprends pourquoi on avait peur pour leur quota de minutes U21. Sinon, je veux dire, Valor, c'était du trop peu, trop tard. Là, on se réveille le dernier match en espérant se qualifier, sachant que même s'ils gagnaient, c'était pas gagné. En fait, même s'ils gagnaient, je crois qu'ils ne seraient pas qualifiés maintenant. Également, comment dire, on a une équipe de Forge que, je veux dire, ils ont joué, ils ont fait le strict minimum, comme on dit, là, tu sais. En moins, ils n'ont pas perdu. Ils ont eu un match quand même avec de l'action. Le but de Becker, moi, honnêtement, je l'ai bien aimé. Là, je sais pas pour vous. Après ça, l'autre but de la tête sur une grave erreur de la défense. Là, ça se voyait que beaucoup de joueurs étaient blessés du côté de Valor en défense, notamment. Là. C'était pas... Honnêtement, c'était pas c'est un match que c'est le fun à regarder parce qu'il y a de l'action.
Mais d'un point de vue tactique, je veux dire, c'est pas le plus intéressant. Sur les deux équipes, ben Forge a montré qu'ils sont capables de marquer des buts encore. Baker, jusqu'à maintenant, je suis assez satisfait de son tournoi. Forge a de la profondeur, ça se voit. Sinon, du côté de Valor, ben, je pense qu'il va falloir refaire encore une reconstruction. Concernant Austin Ritchie, ben, je dois rappeler que, je veux dire, je pense que c'était un peu un choix par défaut parce que l'année passée, il avait marqué aucun but avec York. Et il n'y a pas vraiment d'expérience professionnelle, là. Donc, il fallait pas s'attendre à grand-chose de lui, là. Je veux dire, un attaquant qui marque pas de but, là, c'est pas nécessairement ça que tu dois ramener pour en faire ton attaquant titulaire. Sinon, je veux dire, c'est vrai que oui, il y a eu des joueurs qui devaient venir avec York, comme Amir Soto, qui est le Panaméen, qui a pas avec Valor, pardon, qui n'a pas pu venir. Moi, je pense que le ménage n'était pas suffisant. Puis il y a aussi Solomon Kojo Antwi qu'on annonçait comme le gros joueur que honnêtement, je peux même pas me rappeler une action de sa part dans le tournoi. Donc, honnêtement, c'était pas fameux, là. C'est une année à oublier encore du côté de Valor. Espérons que là. Je te trouve difficile, je te trouve dur, une année à oublier. Je trouve quand même ils ont fait une bien meilleure saison que l'année passée, Valor, quand même. C'est une équipe qu'on voit qui a montré quelques petites choses. Fallait pas faire grand-chose pour être mieux que l'an passé. Ouais, mais c'est pas non plus à jeter. Il y a quand même quelques fondations qui sont quand même assez intéressantes avec des joueurs qui ont amené un peu de belles choses, comme on parle de Jean-Baptiste, ça a été une bonne recrue par exemple. Ou bon, il y a eu de bonnes choses faites. Brett Levis, ça s'est bien passé. Mastakacher est là, c'est une bonne chose. L'année passée, tu avais très peu de choses positives. On se rend compte que Valor est arrivé à un moment maintenant où était capable de se qualifier parmi les 4 premières équipes s'ils avaient gagné ce match-là. Et l'équipe aurait pu gagner le match. Donc, moi, je trouve, tandis que l'année passée, si tu avais dit un match Valor Forge FC, dans ta tête, c'est un minimum de 3-0, là. Ouais, non, c'est certain que défensivement, je veux dire, Andrew Jean-Baptiste, à moins de grosses performances défensives dans le deuxième tour, il est sur mon 11 du tournoi. Là, pour vrai, ça a été un très, très, très bon, une très, très bonne addition. Probablement la meilleure au poste de défenseur central dans la ligue. On peut-tu vraiment appeler ça une entre-saison? Ça a quasiment 2 ans, là, comme temps entre la finale et le début des Island Games. Là, mais niveau... c'est pas nécessairement un vieux routier parce qu'il est quand même encore, je pense qu'il est encore dans sa vingtaine, si je me souviens bien, mais je veux dire, c'est quand même, c'est un choix super draft. Je pense qu'il avait été choisi par les Timbers de Portland. Il a quand même roulé sa bosse, Andrew Jean-Baptiste, et beaucoup de gens parlent de peut-être une transition, probablement un retour en MLS. Je ne sais pas si 7 matchs, c'est quand même c'est pas un très gros sample size pour évaluer, mais quand même reste a fait une très très bonne performance. Puis encore là, James Pantemis qui est probablement mon gardien du premier tour, si c'est pas Nacho Zabal. Christian Oxner aussi a été très très fort. On va probablement reparler par après. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment lui faire mention à Andrew Jean-Baptiste. Ouais, c'est vrai, effectivement, il a été très bon. Puis juste pour ajouter à ce que tu as dit, Tristan, oui, effectivement, il a été repêché par les Timbers à la Super Draft, tu avais complètement raison. Et il a 28 ans, donc juste pour préciser les petites choses que tu voulais préciser. Mais oui, il a été quand même très bon. Et je trouve que Valor, par rapport à l'année passée, tu vois cette année, oui, il y a quelques joueurs prêtés, mais tu te dis que ils sont sur un chemin qui semble faire du sens. Tandis que l'année passée, on était là, OK, on l'a même dit quand on avait fait l'épisode de 2 heures. Pour nous, c'était comme si le club commençait de zéro complètement cette année. Et puis là, on voit que l'année prochaine, ils ne commenceront pas de zéro. Donc, pour moi, je ne veux pas non plus dire que c'était un gros flop. Et en plus, dans les matchs, même les matchs qu'ils ont perdus, à part un,
ça n'a pas été non plus, ils n'ont pas été non plus dominés. Ce que l'année passée, on les voyait vraiment dominés partout. Donc pour moi, je suis content du tournoi et Rob Gale peut être content de son tournoi pour cette année. Je trouve que c'est quand même assez encourageant. Excuse-moi, Daniel, je t'avais interrompu. Je sais que tu parlais à ce moment-là, mais je t'ai trouvé un peu trop sévère avec Valor. Je sais pas si après ce qu'on vient de dire, Tristan et moi, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou si tu n'es pas d'accord avec nous du tout. Ben, honnêtement, je veux dire, ne pas faire le deuxième tour, c'est un échec pour tout le monde. Je veux dire, que ce soit Valor ou une autre équipe, ou Edmonton, pour ne pas les nommer. C'était l'objectif de tout le monde avant le tournoi, donc on peut pas dire que c'est une réussite. Après ça, oui, c'était serré. Oui, ils ont eu des bons matchs. Oui, ils ont comment dire, ils ont pu rivaliser avec le reste de la ligue. On ne voyait pas qu'ils avaient un niveau inférieur. Là, je pense qu'il y avait peut-être des calculs qui étaient un peu, je veux dire, il y a des joueurs qu'on a ramenés, qui étaient dans la Canadian Premier League l'année passée, que c'était peut-être pas les joueurs à ramener. Après ça, je veux dire, on n'a pas toujours l'embarras du choix. Puis là, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Il y a eu des bonnes recrues, là, comme notamment Jean-Baptiste. Pantémis, c'était un prêt, mais je veux dire, il a fait la job. Il n'a pas toujours, je veux dire, il n'a pas toujours été impeccable, mais il a fait des bons arrêts. Puis il avait besoin de jouer, puis il a joué. Là, je pense que si Rob Gale va rester, puis ça, je pense que ça va être le cas, il va falloir un peu se poser des questions sur ceux qu'on a gardés, puis là, est-ce qu'on les garde pour encore, là? Il y a une base, là. Il y a une base, mais je pense que, comme là, ceux qui ont underperformed, il va falloir vraiment ne pas compter encore sur, ouais, ben, peut-être cette année, il va être bon, là. Ouais. En tout cas, on verra. Moi, je trouve que, bon, ils sortent quand même la tête haute, je trouve, Valor FC. Je suis d'accord avec toi que c'est un échec de ne pas se qualifier pour le prochain tour. Mais d'un autre côté, il y a quand même 8 équipes. Il y en a 4 qui vont se qualifier. Il y en a 4 qui vont pas se qualifier. Puis par rapport à ce que je vois, moi, je vois que Valor FC est sur une pente ascendante. Donc, ils sont en train de remonter la pente qu'ils avaient malheureusement vraiment, ils étaient vraiment au plus bas de la vallée l'année passée. Puis là, on le voit, ils sont vraiment sur le chemin du retour. Ils sont sur la bonne voie et c'est ça que je veux retenir, moi, de ce tournoi de Valor où je trouve qu'ils ont été quand même bons. J'aimerais parler un peu de ce match. Donc, comme je l'ai dit, ça a commencé vraiment en tambour battant. Un match qui a commencé extrêmement rapidement avec le premier but qui est arrivé par Becker. Qui d'autre? À la 8e minute, on a Le Boris qui était un peu coupable sur le premier but parce que c'est lui qui a laissé Becker libre dans la surface, qui vient et qui marque de la tête sur un corner. Et c'est là où je pense que Mann aurait pu sortir pour sauver. C'est pas normal. Il est presque dans le petit carré là de la surface, Le Boris, quand il marque. Donc, je trouve que c'est une grosse erreur du gardien. Puis juste après, c'est Valor qui a pris l'avantage en marquant grâce à Moses Dyer, aussi de la tête, sur un centre de Galan. Très, très bon. Tu en avais parlé la semaine passée, Daniel, en disant que le vétéran est quand même a rendu de fiers services à Valor. Et effectivement, et on l'a vu, et il a été encore très remuant dans ce match-là. J'ai beaucoup aimé ces matchs à Galan. Et puis, juste après, c'est le Suédois Alexander Achignotti Johnson qui égalise. Et là aussi, je pense que Pantémis n'a pas été très bon sur ce deuxième but-là. Même s'il a fait quand même un bon tournoi, je suis d'accord avec vous deux. Il a fait un bon tournoi, mais on voit il lui manque encore beaucoup de temps de jeu avant de vraiment devenir un numéro 1 dans un niveau supérieur ou même un numéro 1 dans une équipe comme Forge ou comme Cavalry. Je pense il a des croûtes à manger encore pour y arriver. Et puis moi, sincèrement, à 23 ans, oui, il est jeune, il n'est pas vieux du tout, mais je ne vais pas dire que c'est un jeune espoir de 18 ans. Là. On a 23 ans. Un gardien se doit d'être titulaire et de jouer 20-25 matchs l'année. Donc là, je pense que ce serait dans son intérêt à ce qu'il se trouve un poste de numéro 1 l'année prochaine, que ce soit en CanPL ou que ce soit en MLS, je ne sais pas, mais il faudra qu'il trouve un poste de numéro 1. C'est mon avis. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Tristan, par rapport à Pantémis. C'est parce que tu dis ça, mais je veux dire, la saison CPL 2021 commence
dans 6 à 7 mois, là. Ouais. Tu fais quoi là, pendant ce temps-là? Ben, il faut que tu ailles jouer avec les U23 de l'Impact, là. Ben, c'est ce que je me dis, parce que là, on a dit qu'on n'en parlerait pas, là, mais je veux dire, au niveau gardien, là, c'est quand même relativement difficile d'avoir du temps de jeu, là, parce que on s'était fait dire que la bulle de la première équipe de l'Impact et la bulle de l'équipe U23 de l'Impact en temps de COVID ne pourra pas. Ils vont pas pouvoir. Va falloir une période d'isolement pour passer d'un à l'autre. Là, il y a Jonathan Sirois qui a signé un contrat homegrown. Ça fait 3. Pantemis revient de Winnipeg. Ça fait 4. À mon avis, il y a un trop plein, là. Quelqu'un va falloir qu'il parte, là, parce que. Et est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y a un trou à quelque part en USL où une équipe a besoin d'un gardien de but? Parce que moi, si je suis Pantemis, je veux dire, là, on ne peut plus jouer de match en CPL parce qu'ils sont pas dans le top 4. Je pense pas qu'il y ait des matchs à jouer avec l'Impact. U23, est-ce qu'il va y avoir assez? Parce qu'au moment où on se parle, moi, personnellement, je ne sais même pas combien de matchs il y a. C'est des amicaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un autre gardien présentement qui peut avoir qui aurait besoin de plus de minutes? On fait quoi avec Pantemis? Et on fait quoi si on est James Pantemis? Est-ce qu'on regarde ailleurs pour un autre prêt? Parce que, ouais, c'est ça. Moi, je ne veux pas m'asseoir sur mon steak pendant 7 mois, moi, là. Ouais, non, c'est sûr. Ben, en tout cas, c'est des questions qu'il va falloir qu'ils se posent assez rapidement parce que c'est ça. Comme tu le dis, il a 23 ans puis il a besoin de jouer. Et c'est un besoin qui est très pressant et il faut vraiment qu'il joue parce que d'habitude, à 23 ans, tu es supposé être titulaire dans une équipe ou bien c'est fini, tu seras la plupart du temps deuxième gardien à vie. À part quelques exceptions, bien évidemment. Là. Mais bon, si jamais il veut continuer à performer, il veut continuer à être important, ben, il va falloir qu'il se trouve un contrat assez vite. Là. Donc voilà pour Pantemis. Mais sur ce match-là, il y a plusieurs choses. Je veux parler un peu du turnover. Et tu l'avais mentionné, Daniel, et je veux revenir là-dessus. Tu avais mentionné, toi, Daniel, lors du dernier match, comme quoi ce serait peut-être, je pense que c'était toi ou c'était Tristan, non, je pense que c'était toi, Daniel, qui avait dit que Forge, moi à la place de Forge, je fais tourner dans cet effectif pour ce match-là et je fais en sorte d'être plus frais pour le mini-championnat de 4 équipes. Et ben, c'est ça que Sveniotis a fait. Hein? Il a vraiment fait tourner durant ce match-là. On a vu, par exemple, les titulaires qui sont en puissance depuis que le début de ce tournoi, comme par exemple Maxime Tissot, qui est souvent dans le 11 des titulaires, qui n'était pas là. On avait aussi déjà Becker qui est sorti assez tôt, Sabat qui était sur le banc aussi. T'as pensé quoi de ça, Daniel? Et juste, c'est bien toi qui avais dit ça hein, par rapport à Forge, n'est-ce pas? Oui, j'avais dit que comme étant donné qu'ils avaient beaucoup de chances d'être qualifiés, qu'ils risquaient de faire tourner. Mais ils avaient quand même eu une semaine de congé. Mais oui, ils ont mis Zayac titulaire, Babouli, qui n'a pas souvent été titulaire dans le tournoi non plus. Ouais. Et bien sûr, Bayman et Mohsen pour le quota U21. Je veux dire, ça fait partie de la stratégie, là, quant à moi. Ils veulent avoir des gars frais. Puis en même temps, on a vu qui peut offrir un niveau intéressant. Ça permet aussi de remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, je pense que c'était très intelligent de faire ça. Je dommage que Balbinotti n'ait pas été titulaire, mais bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'a pas joué beaucoup, d'ailleurs. Il est rentré les 17 dernières minutes là, avec Cadel Thomas. Cadel Thomas, honnêtement, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore marqué ce tournoi-ci. Là. Je suis un peu déçu. Je sais qu'il y a eu quelques occasions franches pendant le tournoi, là, mais j'aurais aimé, il nous a habitués à des buts spectaculaires l'année passée. J'aurais aimé qu'on ait droit à la même chose, mais je veux dire, Forge peut se permettre ça, là. Mais d'ailleurs, on a vu les buts sont répartis en plusieurs joueurs et tout. Je m'inquiète pas pour eux à ce niveau-là. Puis là, je pense qu'ils vont avoir une équipe pas mal prête pour le tour suivant. Mais en tout cas, ça aurait pu être dangereux, hein, parce que si jamais ils avaient fait match nul, si jamais ils avaient perdu et que York 9 avait passé, peut-être qu'à ce moment-là,
t'aurais eu un problème et Forge aurait pu se retrouver en dehors du top 4. Donc bref, ça aurait été quand même assez... ça a été dangereux de faire ça de la part de Smirniotis. Mais écoute, il s'en est sorti. Forge termine 3e. Valor termine 6e avec 8 points pour Valor en 7 matchs. Donc quand même, je pense c'était pas mal comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc voilà pour ce match-là. On n'est pas vraiment rentré dans les détails du match, mais c'était plus, on est à la fin quand même de cette phase-là. Donc c'est mieux peut-être de parler de manière générale. En tout cas, on sait une chose, Forge va être vraiment prêt pour le mini-tournoi qui arrive entre les 4 équipes. Ils vont être vraiment prêts parce qu'ils ont pu reposer des joueurs, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc voilà pour ce match-là. On passe au prochain match. Prochain match qui s'est déroulé, là on a parlé de Forge Valor, c'était Cavalry contre York 9, un match dont Tristan va nous parler, Cavalry contre York 9. Parle-nous un peu de ce match-là, Tristan. Ouais, ben avant, je voulais juste un petit peu rebondir un peu sur ce que Dan disait. On en avait parlé la semaine passée, mais c'est ça, je veux dire, dans le deuxième tour, le seeding, ça avait rien à voir parce qu'ils vont tous se jouer un contre l'autre. Donc, Forge a été extrêmement intelligent à faire une belle rotation pour reposer ses joueurs. Sincèrement, que Valor ait gagné ou pas, on s'en fout, là, côté Forge. Donc, eux, ils étaient là. Puis, peu importe s'ils finissent 1 ou 4, ça change absolument rien. Donc, félicitations. C'était vraiment bien joué de la part de Forge FC. Ouais, du côté Cavalry York, le match, ça s'est fini 1-0 pour Cavalry. York est éliminé. Ça, on va revenir parce que j'ai encore un commentaire son du canon pour York. Ouais, je file Hunger Games aujourd'hui. Ben, c'est bien. Il en faut de temps en temps, je suis d'accord. Ben oui, c'est les Island Games. Je me suis dit Hunger Games, Island Games. Anyway. Donc la grosse histoire du match, c'est la blessure d'Oliver Minatel en première demi assez tôt. Et là, je vais essayer de décrire l'action pour pas que vous le voyez parce que One Soccer... un peu critique là, de One Soccer là-dessus. Ils ont vraiment mis l'emphase sur le highlight de la blessure qui est vraiment pas facile à voir. Il y a beaucoup de gens qui ont pris un peu... qui n'ont pas vraiment aimé ça, que ça soit vraiment mis comme... Ils ont vraiment fait un gros truc sur ça. Bon, âme sensible, s'abstenir, mais c'est un jeu vraiment bizarre parce que c'est une passe vers l'arrière de Segawa qui est probablement une des pires passes que j'ai vues en longtemps, qui joue ça dans l'espace, mais vraiment, on dirait que c'est une passe comme sublime pour Minatel qui pourrait avoir une solide chance de marquer. Et là, je me souviens plus exactement c'est qui a fait le tacle, mais peu importe, là, c'est un tacle qui... Roger Thompson. Bon, vous l'avez entendu, c'est un tacle qui casse les deux os. Là, on voit vraiment je veux dire, c'est une nouille, là, sa jambe là, à Minatel. Là. Mais grosse blessure. Et je pense que si on peut vraiment zero in sur une réaction, c'est Mohamed Farsi qui va voir et qui est pas capable de regarder, qui s'en va tout de suite après parce qu'il ne se peut pas de la blessure. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ça a fait l'histoire de la première demi parce que non seulement il y a eu 11 minutes de temps additionnel en première demi, mais il n'y a vraiment rien à dire sur la première demi parce que la blessure était telle, la réaction était telle que j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment refroidi les ardeurs de York et de Cavalry. Les deux équipes, ça a été très terne le match par rapport à ce qui a suivi. Et on a vraiment vu le match prendre un peu de steam en deuxième demi. Donc, je vais vraiment comme skipper en deuxième demi. York 9 qui avait leur équipe type, on pourrait dire. Michael Petrasso qui finalement fait partie du 11 de départ. Ça a pris 7 matchs, mais finalement fait partie du 11. On a senti York vraiment prendre un retard
solide sur toutes les autres équipes. Niveau fitness, niveau même engagement. Il y a des joueurs que, bon, ça on va revenir, là, que je m'aurais attendu à plus. Mais Marcus Haber, qui est là et qui, sincèrement, fait vraiment taire ses critiques. Je dois dire, quelle acquisition, quelle entre-saison. Probablement Cavalry qui a une des meilleures entre-saisons. On se disait, mais qui allait marquer, mais qui allait remplacer Malonga, mais qui allait remplacer Waterman, je veux dire, il se retrouve avec deux, Mohamed Farsi, qui est ma révélation du tournoi, et Marcus Haber, qui, faut se le dire, a vraiment répondu à l'appel dans les moments où il fallait qu'il marque. C'est pas le meilleur marqueur du tournoi, mais il a marqué des très gros buts. Et comme on peut voir, là, il a marqué un très gros but. Cavalry pas se devait de gagner, je pense que c'était samedi dernier, mais une victoire aurait vraiment aidé la cause. Et c'est exactement ça qu'ils font. À la 69e minute, Haber qui stands tall, encore une fois, et donne la victoire à Cavalry. York, sincèrement, et là, c'est là que je vais vraiment comme développer sur York, là. Il y a beaucoup de gens. Je pense qu'on se l'était même dit au début du tournoi, avec le changement de garde, avec Angus McNabb qui s'était amené à York, qui ont pris un peu comme Tim Bezbatchenko avec Toronto FC, qu'on voyait que c'était un peu le changement de garde, que il y a beaucoup de connexions avec la Ligue, beaucoup de connexions avec la centrale de recrutement avec qui ils font affaire, dont j'oublie le nom. Et ils ont eu beaucoup de joueurs par rapport avec cette relation-là. Donc, beaucoup de gens disaient, bon, OK, York va peut-être être l'équipe qui va surpasser Cavalry cette année pour être là avec Forge. Et finalement, je veux dire, pas un flop, parce que le vrai flop, c'est FC Edmonton. Mais je suis vraiment déçu de York. Sincèrement, je veux dire, je comprends qu'ils ont été invaincus pendant les 6 premiers matchs, mais c'était quand même beaucoup de matchs nuls qui étaient très ternes. Très, tu sais, je veux dire, il y a des cas où c'était un match nul de 1-1. Après, c'était le seul but, c'était sur une action, une contre-attaque un peu. Ils ont un peu surpris la défense adverse. Ils m'ont vraiment laissé sur ma faim, York. Il y a des joueurs comme Vasconcelos, Alvaro Rivero, que c'était censé arriver en canon, que ça allait brûler la ligue, puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? Ryan Telfer, pas aussi décisif que l'année dernière. Après, même Abzi, qui était ma révélation l'an dernier, est-ce que le mettre à l'aile, c'était nécessairement la meilleure décision? Il y a beaucoup de points d'interrogation et le fait qu'il ne soit pas dans le top 4, c'est une grosse déception. Il y a certainement, on a vu, les Wanderers, j'étais très, très high sur eux. Je me disais qu'ils allaient surprendre, puis finalement, ça a joué de peu. Mais York a vraiment manqué son rendez-vous, là. C'était un cas où, tu sais, oui, ils étaient là, le fitness, c'était peut-être c'était un cause for concern, comme on dit en anglais, mais sincèrement, je sais pas pour vous les boys, mais je sais pas, je regarde York après 7 matchs, puis je me dis, je suis vraiment déçu, là. Je suis pas, tu sais, à vue de ce qu'on avait dit avant le tournoi, York m'a pas vraiment impressionné, là. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas été impressionné par York 9 du tout, en fait. Et je pense que le problème, est que tu l'as mentionné en nommant les quelques joueurs, le problème est à l'attaque. Le problème est là, il est à l'attaque. Tu as parlé de Telfer qui n'a pas eu une si bonne saison que l'année passée. On a parlé que Abzi, le fait qu'il ait été changé à l'aile, je trouve ça un peu bizarre vu qu'il a été tellement bon en tant que latéral gauche.
Je vois pas pourquoi tu as une révélation à un poste, tu lui fais changer de poste après coup. Je comprends pas trop ce qui se passe. Tu as parlé de Vasconcelos, tu as parlé de Rivero. C'était des joueurs qui étaient supposés venir apporter un plus. Déjà que l'année passée avec Simon Adjei, c'était pas très bon en attaque. Là, on sent qu'on a régressé encore une fois. Après, Petrasso blessé, peut-être ça n'a pas aidé non plus, mais on s'attendait à plus du côté de York Knight. Si jamais j'ai un point positif, par contre, c'est que défensivement, ça va bien. Bizarrement. Après, on va revenir un peu là-dessus sur le tacle qui a blessé Minatel. J'aimerais avoir ton avis, votre avis à tous les deux là-dessus par rapport à ce tacle-là, s'il méritait un peu plus que rien. Parce que je pense que un rouge n'aurait pas été trop sévère selon moi, mais bon, bref. Mais revenons un peu sur York Nine. C'est la seule équipe qui a perdu juste un seul match et qui est en dehors du top 4. Les deux autres équipes qui ont perdu un seul match, c'est Halifax et c'est Forge. Donc, on voit que le problème n'est pas à la défense, mais plus à l'attaque. 8 buts marqués seulement, ce qui est très, très, très moyen. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs de ces matchs-là, les 4 matchs nuls qu'ils ont eus, qu'ils auraient pu gagner si jamais ils avaient de la qualité devant. Donc ça, c'est mon point de vue du côté de York Nine. C'est plus sur ça. Je trouve pas qu'il faut tout effacer. Par contre, c'est une énorme déception. On s'entend que York Nine, pour eux, ils voulaient faire partie du top 4. Même qu'eux, ils voulaient remporter le titre. C'était ça leur but. C'était de remporter les Highland Games parce qu'ils pensaient qu'ils étaient aussi bons que ça. Là, il y a des choses à changer. Est-ce que c'est du côté de l'entraîneur? Est-ce que c'est du côté du personnel des joueurs? Est-ce que c'est des deux côtés? Mais je suis sûr qu'il y a des têtes qui vont tomber assez vite. Daniel, t'en penses quoi de York Nine et le Cavalry? J'ai pas donné mon avis sur Cavalry, mais de York Nine surtout. Honnêtement, cette année, c'était pas fort offensivement. Là. Regarde, les 2 derniers buts marqués, c'était des coups francs d'Aparicio, sur les 3 derniers matchs. Là. À un moment donné, il y a eu vraiment des lacunes. Telfer, il n'a pas été le Telfer de 2019. Après, je sais qu'il y a eu quelques joueurs étrangers qui devaient venir, qui sont pas venus. Ça fait partie de la game, comme on dit, mais ils ont été remplacés aussi numériquement. Là. Il y avait quelques joueurs talentueux, des jeunes, mais je veux dire, initialement, c'était pas eux qui devaient porter l'équipe offensivement. Je trouve que c'est décevant pour eux. Mais en même temps, je veux dire, l'année passée, York Nine a souvent été décevant. À chaque fois que ça allait bien, mais ça allait pas super bien après. Ben, c'était un peu ça cette année aussi, là. Je veux dire, je pense que ça mérite un petit peu de réflexion sur le talent offensif, puis de choisir quelqu'un qui... Ben, tu sais, le gros problème au niveau offensif, c'est le format du tournoi. Quand c'est un format de compétition à court terme, ben on voit qu'il n'y a pas vraiment des attaquants qui se démarquent. Là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le classement des buteurs, mais il n'y a pas un attaquant qui, si on regarde le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués, je trouve pas ça super de point de vue statistique. Là. Je pense que c'est un peu le constat de l'ensemble du tournoi, qu'il n'y a pas vraiment des buteurs qui se sont démarqués, contrairement à l'année passée. Regarde, le meilleur buteur, c'est Hakim Garcia à 4 buts. Là. Ouais, mais on s'entend. T'as des joueurs à vocation offensive qui sont là à peu près dans chacune des équipes qui ont marqué 4 ou 3 buts. Le meilleur buteur du côté de York Nine, c'est leur milieu défensif, Joseph Dicara, qui tire les pénaltys. C'est plus ça qui m'étonne, tu comprends? Donc, tu vois Cavalry, tu as Jordan Brown, tu as Jordan Brown qui est là, HFX, Hakim Garcia. Tu as Bustos du côté de Pacifique. Tu sais, tu as Morelli aussi qui est là pour Halifax aussi. Tu as même du côté de Edmonton, tu as Ongaro qui a 3 buts. Donc, tu sais, du côté de York Nine qui veut se battre pour le titre, j'aurais aimé un peu plus voir au moins quelqu'un avoir marqué 3 buts offensivement, du secteur offensif. Tu n'en as aucun qui ont marqué 3 buts en 7 matchs quand même. Je sais pas. C'est vrai, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, là. Après ça, actuellement, va falloir qu'il se pose un peu des questions à ce niveau-là. Mais cette année, c'est une année spéciale. Ouais. Peut-être, je veux dire, on ne saura jamais comment ça aurait été s'ils avaient eu la saison avec les joueurs qu'ils avaient recrutés et tout, là. Parce que là, il y a une grosse pression de produire rapidement.
puis t'as pas vraiment le temps que tes joueurs s'habituent à jouer ensemble, et ci et ça. Il n'y a pas eu de pré-saison avec des matchs non plus. Les calculs ont été un peu faussés pour beaucoup d'équipes. Puis je pense que comme York 9 était un peu une victime de ça. Mais autre ça, je veux dire, ils n'ont pas joué le dernier match comme si leur vie en dépendait, là. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Mais parlons un peu de Cavalry, parce qu'on a beaucoup parlé de York 9, et toi et moi, Daniel, on n'a pas trop parlé de Cavalry. Tristan l'a mentionné rapidement. Je suis complètement d'accord avec ce que Tristan a dit plus tôt. Marcus Haber, excellent pioche. Je suis curieux de savoir si jamais il a eu le même salaire que Pacific. J'espère pas, parce que bon, c'était un flop avec Pacific. Donc, peut-être qu'ils l'ont eu pour pas cher. Et je pense pas que Cavalry, ce soit le style d'équipe à offrir des gros salaires non plus. Donc, oui, très belle pioche de ce point de vue-là. Aussi, on a parlé, Tristan a mentionné qu'ils ont perdu aussi Waterman, remplacé aussi. Je suis content de voir Cavalry, même si tout n'a pas été très beau du côté de Cavalry. Hein. L'équipe dominante qu'on avait l'année passée a perdu un peu de sa superbe. On a senti que il se sauvait avec des victoires un peu étriquées. Par contre, on voit qu'il y a du mieux dans le côté collectif. Mais comme tu l'as dit, je pense que pour eux, le tournoi a pas été très parfait, même s'ils finissent quand même, ils sont premiers, si je me trompe pas, de ce premier tour. Ouais, ils sont premiers de ce premier tour avec 4 victoires, un match nul et 2 défaites. Mais on n'a pas senti que cette équipe a vraiment dominé la ligue. Donc, curieux de voir comment ils vont se comporter à la suite. Parce qu'ils vont avoir quand même des adversaires. Je pense que le niveau de jeu va vraiment s'élever au deuxième tour dans le mini-tournoi. Je suis curieux d'avoir votre avis sur Cavalry. Est-ce que vous êtes convaincu, même s'ils ont fini premier, ou est-ce que vous êtes comme moi un peu plus sceptique, Tristan? Moi, je ne l'ai pas compris. Là. Moi, comme je disais la semaine passée, là, la décision dans le Power Ranking de les mettre avant-dernier. Oui, je comprends qu'ils ont perdu le 2... l'avant-dernier et l'avant-dernier match. Mais tu regardes le calendrier, là, Forge et Cavalry, c'est l'équipe qui avait joué le plus de matchs en peu de temps. Je veux dire, à un moment donné, tu as beau avoir une grosse équipe avec beaucoup de profondeur comparé au reste de la ligue, là, mais je suis pas surpris de les voir premier ou deuxième. Là. Je suis vraiment pas surpris. Sincèrement, là, on parle de... Tu parlais aussi du fait qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui ont marqué un gros nombre de buts. Reste que, là, ça faisait 10 mois qu'ils n'avaient pas joué. Là, tu crames, je sais pas combien, tu crames 7 matchs dans le temps de peut-être 1 mois ou 3 semaines. Je veux dire, c'est certain que ça allait être difficile. Là. Ouais, ça a été vraiment difficile pour York 9, tellement qu'ils ont joué, ils ont fait du rattrapage pendant tout le tournoi. Mais c'est ça, là, moi, je suis pas super surpris de voir ça. Mais là, on embarque dans le temps où c'est crunch time. Surtout en plus, là, on va probablement avoir un Marcus Haber commencer le prochain match contre son ancienne équipe, le 9 contre Pacific. Je veux dire, moi, on n'a pas fait de prédiction encore pour qui on voit en finale, mais Cavalry, je serais pas surpris de voir ça en finale, là. Wow, ok, grosse, c'est quand même tôt encore, mais ouais, je vois ton point de vue. Mais je comprends pas le scepticisme, là. Je veux dire, c'est encore une très bonne équipe, là, les gars. Oui, c'est une très bonne équipe, mais par rapport à l'an passé, où vraiment cette équipe-là nous faisait rêver à certains moments. Je regardais des matchs de Cavalry, puis je trouve ça très, très beau. C'était fluide. On voyait quelque chose qui faisait vraiment beaucoup de sens. Cette année, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que tu regardes comme une équipe, et on va revenir là-dessus, je pense, avec le prochain match, une équipe comme Pacific, je regarde ce qui se passe, puis j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois du côté de Pacific. Et même Halifax, dans les derniers matchs aussi, où il y a beaucoup plus de... Je sens beaucoup plus de fluidité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sens un collectif beaucoup plus soudé, qui fait beaucoup plus du sens, qui va un peu vers le même but. Tandis que Cavalry, je sens que c'est difficile. Les victoires sont pas convaincantes. Et même les matchs nuls sont pas convaincants, si tu vois ce que je veux dire. Je sens pas cette domination qu'on a vue l'année passée, tandis que je la vois chez les trois
trois autres. Je vois une domination quelque part du côté de Forge FC, même si ils ont fait un 2-2 lors du dernier match, malgré leur défaite eux aussi, malgré le fait qu'ils n'ont pas fini, ils ont fini troisième de ce premier tour-là. Et je vois la même chose du côté de Pacific et Halifax, où on voit quelque chose où ces équipes-là, on les voit supérieures. Cavalry, oui, il y a le résultat au fond, mais je les vois pas supérieurs. C'est ça mon point de vue. Je sais pas si Daniel, t'es d'accord avec moi ou toi aussi tu trouves que genre tu comprends pas les critiques comme Tristan. Ben honnêtement, je pense toujours faire bien honnêtement, mais je trouve que le niveau de la ligue s'est amélioré. Et le niveau de Cavalry, c'est pas nécessairement amélioré. Ils ont pas de striker cette année. Il y avait Ugaridza, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un peu sur notre fin. Moi, je trouve que c'est bien que la saison soit plus... comment dire, que le niveau de la ligue soit plus équilibré. Là. Je veux dire, on a quand même eu 7 équipes qui avaient des chances de se qualifier jusqu'à la fin. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Après ça, est-ce que c'est une bonne chose que leur niveau à eux se soit plus ou moins diminué dans le contexte où il n'y a pas eu de Canadian Championship cette année et tout? Parce que l'année passée, ici, ils ont pu faire des bons matchs à Canadian Championship, c'est parce qu'ils dominaient la ligue aussi. Là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu se concentrer temporairement sur le Canadian Championship, mais ils perdaient les matchs en saison pendant ce temps-là. Donc, là, cette année, comme c'était un tournoi et tout, j'aime mieux que le tournoi soit équilibré, personnellement. Fait, je veux dire, oui, moi, je serais pas surpris de les voir en finale. Les 4 équipes, je serais pas surpris parce que là, ça devient un peu plus homogène, les matchs, puis ça se joue à peu de choses. On a vu que Cavalry a de la difficulté à la mettre au fond, là, comme le dernier match contre York, souvent ça passait à côté, il cadrait pas. Ça manque clairement d'un striker, là. Mais au moins, ils ont plusieurs gars qui étaient capables de la mettre au bout. Exact. Et revenons un peu, je sais que peut-être Tristan, tu vas vouloir rebondir sur ça, mais je vais te poser aussi une question, comme ça tu feras les deux en même temps. Est-ce que pour toi, ce tac-là, je pense que c'est Thompson qui a fait le tac sur Minatel, est-ce que pour toi, ça méritait un rouge? Parce que moi, j'aurais pas été surpris s'il y avait un rouge. Tristan, t'en penses quoi? Ben, souvent, quand il y a des grosses blessures comme ça, puis je vais un peu reprendre les propos de Carmelina Moscato parce que je pense qu'elle l'a quand même bien expliqué sur le broadcast de One Soccer. Souvent, on va vouloir avoir, quand il y a une grosse blessure comme ça, on va vouloir une pénalité qui est aussi grosse que la blessure. Moi, je sais pas, je l'ai pas. Moi, j'ai pas nécessairement vu ça comme un rouge. Ça n'a pas l'air intentionnel, du moins du côté de j'ai encore oublié le défenseur, là, mais bon. C'est Thompson, non? Ouais, ben je pense, mais j'ai pas nécessairement vu matière à donner un rouge, peut-être un jaune, mais c'est ça, je pense que c'est beaucoup l'aspect de, OK, le joueur clairement pourra probablement plus, non, pas probablement, là, il reviendra plus pour le restant du tournoi. Donc, il devrait avoir quelque chose qui a une valeur pareille du côté de York. Mais donner un rouge, je trouve ça peut-être un peu poussé. Je sais pas. Daniel, est-ce que... Écoute, quand même, il va les 2 pieds en avant, décoller du sol. C'est plus pour l'action et non pas pour la blessure seulement. C'est quand même 2 pieds en avant, décoller du sol. Et d'habitude, ça, c'est directement un rouge. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais pas été étonné de voir un rouge sur ce tac-là. Puis, je sais pas ce que tu en penses, toi, Daniel. Honnêtement, avec l'élan qu'il a pris et tout, moi non plus, j'aurais pas été surpris, là. C'est pas, ça n'aurait pas été choquant. Puis la blessure le prouve, mais le problème, c'est que sur le coup, tu le sais pas pour la blessure. Hein. Des fois, tu vois un peu, tu constates certains, tu peux voir comme que la jambe, comme tu dis, est en nouille, comme dit Tristan.
Ouais. Mais c'est pas toujours évident de le savoir là, que le joueur a une blessure Ouais, mais c'est ça, mais très c'est grave. indépendamment de la blessure. Et je comprends que Moscato, c'était une défenseur, une défenseur, donc défenseur central aussi. Donc, on comprend le fait qu'elle défend un peu sa position. Je comprends très, très bien. Par contre, moi, c'est ça. C'est les deux pieds décollés du sol. Pour moi, c'est du no-no. Et c'est ça. Il a même pas eu un jaune, hein. Il a même pas eu un carton jaune. Donc, au moins, tu sais, pour moi, c'était un orange. On va l'appeler ça comme ça. Donc, entre un jaune et un rouge. Donc, que ce soit un jaune ou un rouge, ça aurait été la même chose pour moi. Ben, en tout cas, pas la même chose, mais j'aurais compris les deux décisions. Mais le fait qu'il n'y ait rien, c'est quand même grave. En tout cas, voilà, de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce match-là ou vous voulez passer au troisième. Tristan, tu as quelque chose à ajouter? Ben, si c'est une action qui mérite un rouge, normalement, on irait au VAR. Moi, c'est tout ce que je vais rajouter. Ouais, effectivement. Tristan, si vous le suivez sur les médias sociaux ou bien si vous l'écoutez ici sur CSL Érable, veut voir la VAR installée en première ligue canadienne. Je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que de nos jours, ça devient un outil quand même intéressant, avec tous ses défauts, mais avec toutes ses qualités aussi. Et dans ces cas-là, je pense que la qualité de la VAR, aurait été quand même assez en vue. Daniel, quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce match-là? On passe à ton match. Je suis prêt à passer au prochain match. T'es prêt à passer à ton prochain match? Ben écoute, le prochain match, ben, c'est toi qui en parles. Ben, c'est le match entre Halifax Wanderers et l'Atlético d'Ottawa. Un match où les Wanderers se sont imposés sur le score de 2-0 face à l'équipe d'expansion. Parle-nous de ce match-là, Daniel Cameron. OK, donc dans ce match-là, on avait deux équipes qui bataillaient pour la dernière place en phase de groupe, pour le tour suivant, pardon. Donc, tu avais HFX Wanderers et Ottawa, puis les deux savaient que c'était ça passe ou ça casse. Donc, Hakim Garcia a marqué un but à la 15e minute. Honnêtement, j'ai aimé son but, mais j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé le positionnement du gardien là-dessus, là. Comme il a laissé le ballon lui passer entre la main. Je pense même qu'il l'a touché parce que ça semble avoir ralenti la trajectoire. Sinon, à retenir la très, très grosse performance de Chris Oxner qui a sorti parade après parade. Là. C'est le genre de match où tu as des actions... tu peux faire un beau montage vidéo. Sur la jambe pourra faire un montage vidéo éventuellement. Sinon, par la suite, en deuxième mi-temps, 60e minute, donc la 15e minute de la deuxième mi-temps, les HFX ont marqué un second but, mais sur une relance catastrophique des joueurs d'Atlético, là. Ah, excuse-moi, c'était pas une relance, c'était carrément une passe en retrait, c'est vrai. La passe en retrait et Luigi qui va vers le ballon, qui fait un chip shot, comme on dit, qui lève le ballon par-dessus Nacho Zabal. Nacho Zabal qui avait pas le choix de sortir et il s'est fait prendre. Honnêtement, c'était de toute beauté là quand je l'ai vu. J'étais comme ça, je pense c'est une fracture de l'orgueil pour le gardien. Donc sinon, Oxner a continué mais par la suite à maîtriser les attaques des joueurs de l'Atlético. Il faut dire qu'ils ont essayé, là. On peut pas leur enlever ça. Qu'est-ce que j'ai retenu d'ailleurs de ce match-là? C'était le fait qu'au moins, malgré l'enjeu, malgré que les deux équipes se battaient pour la dernière place, il n'y a pas eu vraiment des fautes graves, là. Il y a eu un jaune de chaque côté. Lui, Belanguette, il rentre direct, il prend un jaune, là. Ça m'avait un peu marqué. Sinon, j'ai aussi remarqué la prestation de Chris Insack qui faisait des montées, qui voulait prendre des tirs, mais malheureusement, il fait parfois le geste de trop, là. Comme vouloir déjouer un dernier joueur avant d'armer sa frappe et tout. Quant à moi, il fallait soit l'armer, soit le centrer ou faire une passe, là, plutôt un centre, quant à moi, mais bon. Mais dans l'ensemble, c'est un sans faute pour le HFX Wanderers, un 2-0. C'est bon pour la confiance également. C'est bon, on a vu que il y a une solidité défensive, il y a un gardien qui assure les arrières, il y a les gars en avant qui saisissent l'occasion quand il y en a une. Il y a un peu de chance aussi. C'est un peu de tout qui fait en sorte que les HFX Wanderers terminent deuxième de la première phase. Puis
tout est permis maintenant. On peut croire à une finale, puis si on peut voir une finale, on peut croire à gagner le tournoi. Effectivement, et je veux lever mon chapeau à notre ami Tristan D'Amour qui avait dit lors du lancement des Island Games, quand on a fait notre gros épisode, pour lui, HFX, c'était l'équipe surprise qui allait surprendre tout le monde. Et bon, termine deuxième à 1 point de Cavalry, à égalité de points avec Forge FC. Tristan, bravo. Est-ce que dans ce tournoi-là, il y a plusieurs choses qui ont changé par rapport à ce qu'on pensait en début de saison, en début de tournoi, on pensait par exemple que Jason Beaulieu allait prendre la place d'Oxner. C'était pas le cas. On voit Bélan Goyette qui est un peu moins indispensable que ce qu'on pensait. On voit des joueurs comme Reggie et Crane vraiment s'imposer dans ce 11 de départ-là. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Halifax Wanderers, Tristan? Et qu'est-ce que tu penses aussi de cette équipe d'Ottawa pour une première saison? Moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour une équipe d'expansion. Elle a été loin d'être ridicule, je pense, cette équipe d'Ottawa. Attends, tu veux que je commence avec qui? Commence par Halifax, puis finis par Ottawa. Regarde, Halifax, je suis assez content comme t'avais mentionné. Je suis content de voir. C'est pas ce que je m'attendais. Il y a eu moi, je m'attendais à un gros tournoi de Jason Beaulieu qui a perdu son poste. On le voit un peu. Il y a eu beaucoup les deux équipes qui, pas nécessairement surprennent, mais les deux équipes qui ont un peu surpris dans ce top 4, le Pacifique et Halifax, ont fait un changement de gardien. Un dont je m'attendais et un dont je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'on voit Clint Irwin tout de suite parce que Pacifique, petite tangente ici, Pacifique ont vraiment... c'est l'équipe qui a le plus pris avantage de la mort du Fury d'Ottawa. Ils ont vraiment pris, à mon avis, les meilleurs joueurs du Fury d'Ottawa. Du côté d'Halifax, c'est ça, je m'attendais à un gros tournoi de Beaulieu. Finalement, on voit Oxner qui... s'il continue comme ça, va probablement passer Pantémis dans mon 11 du tournoi. On a vu Joao Morelli qui là prend une suspension, puis on voit un peu Hakim Garcia qui devient un peu je veux dire, ça va être difficile de l'enlever du 11. Moi je m'attendais à un gros tournoi de Louis Bélan-Goyette, et Louis Bélan-Goyette commence à me faire un peu mentir, là. Là, il se prend des fautes qui sont coûteuses. Si on se souvient, je pense que c'est l'avant-dernier match. Faute très coûteuse. Et là, dernier match, il n'est pas dans le 11. Et quand il rentre, il se prend un jaune tout de suite. Ce qui est pas fameux là, pour un milieu de terrain, surtout un milieu de terrain de la trempe de Louis Bélan-Goyette. Mais on a on a une révélation en Aboubacar Sissoko. Ouais. Puis, si on entend Nick Martineau en parler, c'est pas une surprise, mais c'est une. Il défend ses joueurs, c'est normal. Nicolas, qu'on ça. salue, si jamais il nous écoute, on le salue à Nicolas. Mais c'est ça reste quand même une révélation pour la première ligue canadienne, avec Ram Persad et Omar Kraim qui fait une solide cause pour son nom, sincèrement. Je veux dire. Omar Kraim, tu peux pas vraiment dire grand-chose de mauvais sur lui. Là. Je veux dire, il y a un but égalisateur qui au final, est très important pour HFX. Et après, il commence les deux matchs qui suivent après. Donc, c'était quand même très bien pour Omar. On a Alessandro Reggi qui... C'est ça. C'est là que au début... du tournoi, j'avais un peu peur pour HFX. Je me suis dit, j'ai l'impression que Pacifique vont passer par-dessus, vont peut-être manquer le top 4. J'étais un peu plus silencieux côté HFX, mais finalement, là, c'est ça, il se retrouve deuxième. Alessandro Reggi, qui a eu un début de tournoi un peu coup-ci, coup-ça, et qui finit par marquer le but, et ça, j'ai l'impression que ça va être un gros boost de mental pour Reggi, qui est un joueur qui est très agressif, et je pense qu'il a pris exactement le bon moment pour marquer son premier but. Parce que là, après, on a Morelli qui revient pour la deuxième phase. Et là, après ça, on se prend tout de suite Forge. C'est le premier match. Donc là, il ne faut vraiment pas chômer côté Halifax. Sincèrement,
j'ai l'impression que s'il y avait un boost de momentum à prendre, c'était exactement là contre Ottawa qui, là je vais faire une petite transition vers Ottawa, sincèrement, chapeau à Ottawa. Il y a beaucoup de gens qui disaient, j'ai vu beaucoup de monde qui couvre les Highland Games dire, parler dans le cas de Valor, si c'était pas la COVID, si c'était pas les Highland Games, si c'était pas ci, si c'était pas ça. Là, on va mettre les choses au clair, là. Le tournoi, c'est le tournoi. Puis Atlético, ils ont pensé à bâtir cette équipe-là pour le tournoi. Ils ont fait des grosses signatures proches du tournoi. Je veux dire, un gars comme Mokuruma, si c'était pas de la COVID des Highland Games, il serait pas en CPL. Et là, maintenant, on parle de quelqu'un qui peut... moi, je le vois revenir à Ottawa l'année prochaine et continuer d'être dans les cadres, dans les joueurs à surveiller, dans les vétérans à surveiller de la CPL. Donc, sincèrement, ils ont fait un tour de force. Ils ont eu des très bonnes pioches. Acuna, qui est un des joueurs du tournoi. Malik Hamilton, je continue à dire que c'est une solide pioche là, de la part de l'Atlético d'avoir été capable d'aller chercher. Je veux dire, on parle beaucoup. Et là, il y a pour l'équipe olympique canadienne, il y a quand même beaucoup de monde sur les flancs, là. Mais Malik Hamilton, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. C'est un jeune joueur qui peut vraiment donner un solide match. Je dis pas qu'il va nécessairement être le premier titulaire indiscutable à son poste, là, mais il mérite d'être dans la discussion. Il a vraiment aidé. Là, après, il y a beaucoup de gens qui disent ils ont fait un solide tournoi. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent un tournoi comme ça. Mais ils n'ont pas assez de profondeur. Ils vont vraiment avoir besoin d'avoir une grosse entre-saison. Puis là, je vais ramener le fait. On va avoir une entre-saison de 7 mois. Là. Fait que là, Atlético, là, ils ont le temps d'aller chercher 12 joueurs là, pour mettre sur le banc d'Ottawa. Là. Donc là, on va se calmer. Mais moi, je suis tellement content. Si vous êtes un auditeur de la région d'Ottawa, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'équipe. Et là, on a un Atlético qui fait un tournoi de la sorte. Qui est venu jouer les troubles fêtes, là, on s'entend. Ouais. Et puis je pense qu'ils ont ce qu'ils font. Ouais, je pense que c'est très encourageant pour une première saison et pour ce tournoi-là. Personne n'aurait pensé que... je sais que Daniel l'a dit un peu plus tôt. Je veux parler un peu de ce que Daniel a dit parce que Daniel aussi a dit des choses très intéressantes sur les aujourd'hui, mais aussi dans les derniers podcasts. Il avait parlé de Hamilton lorsqu'on a fait la présentation des équipes, comme quoi c'était une super bonne pioche. Il n'a pas compris comment Cavalry l'a laissé partir à Hamilton. Et puis bon, on voit le tournoi qu'il a disputé, donc Daniel, le bon œil de Daniel qui est mis en lumière ici. Mais aussi, moi je trouve, Daniel a dit un peu plus tôt que toute équipe qui n'est pas qualifiée au deuxième tour, c'est un peu une déception. Dans le cas de l'Atlético Ottawa, moi je vois pas ça comme une déception. C'est une franchise d'expansion. On sait d'habitude combien c'est difficile de fonder un club un peu à zéro. Et si c'est le cas de l'Atlético Ottawa, puis je trouve que c'est très très encourageant. Moi, si jamais je suis un joueur qui hésitait à rejoindre cette équipe-là après ce tournoi où ils sont passés proches de se qualifier au deuxième tour. Je trouve que c'est assez encourageant pour l'année prochaine. Puis mes doutes sont quand même dissipés après ce genre de prestations de la part d'une franchise d'expansion. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Est-ce que toi aussi tu étais aussi content des prestations de l'Atlético Ottawa? Je trouve qu'ils ont eu du courage, puis ce que j'ai aimé, puis ça, je sais que Tristan l'a dit plusieurs fois lors des derniers podcasts, c'est on voyait quand même la touche espagnole dans le style de jeu, là. Je veux dire, il y avait vraiment une belle circulation de balles, et les joueurs étaient courageux. Je veux dire, on voyait qu'ils étaient là pour gagner, là. Il y a eu des bons matchs. Je me rappelle, je veux dire, cette semaine, il y a eu le but en fin de match de Martinez contre Pacific FC. Ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin,
Mais hier, ils sont tombés sur un Oxnard des grands jours. Puis ça annonce la fin du tournoi. Mais moi, je pense que l'année prochaine, avec une vraie pré-saison, avec éventuellement, peut-être qu'on aura les matchs vont pouvoir se jouer à domicile et tout. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir peut-être une équipe plus complète et plus peut-être homogène. Il y avait un peu de patchwork ici, là, comme de vouloir régler les problèmes à court terme, mais l'année prochaine, je pense qu'on aura le temps d'avoir une vraie vision dans l'effectif d'Ottawa. Ouais, effectivement. En tout cas, on a hâte d'ici à l'année prochaine. On aura plein de podcasts et plein de choses à dire, mais c'est sûr que c'est assez encourageant. Mais passons à maintenant, ce qui se passe à partir de maintenant, par rapport aux Island Games. Donc, on a les 4 équipes qui se sont qualifiées. Cavalry en tant que numéro 1. Juste après, on a HFX Wanderers en numéro 2, Forge FC en numéro 3, Pacific FC en tant que numéro 4. On n'a pas parlé vraiment de Pacific qui s'est qualifié, qui a eu beaucoup de mal à se défaire de Edmonton. On va juste parler en 2 mots. Quand même, Pacific, une grosse progression tout au long de ce tournoi-là. Ça a été assez difficile pour cette équipe-là. Mais Pamoduka, on voit la patte de Pamoduka, une équipe qui ne lâche pas les bras, qui ne baisse pas les bras, pardon. Et un Marco Bustos en feu. On fait en sorte que Pacific FC se retrouve dans cette 4e place. Est-ce que c'est une équipe dangereuse pour vous deux? Je commence par Daniel cette fois-ci. Est-ce que pour toi, Pacific, ça va être une équipe dangereuse pour les 3 autres? Probablement, inévitablement s'ils se rendent à ce stade-ci. Puis on voit une certaine évolution. Là. Je veux dire, ça n'a pas toujours été rose, là, notamment le match contre l'Atlético Ottawa. Qui était d'un ennui incroyable. Ouais. Mais je veux dire, actuellement, hier, ils ont montré le match contre l'FC Edmonton, ils ont montré du caractère. Donc, je m'inquiète pas pour eux. Je vois que l'entraîneur est très, très motivé. Je vois que plusieurs joueurs sont très motivés, notamment Bustos. Donc, je m'inquiète pas vraiment pour eux. Je m'inquiète surtout de leur fébrilité, là, parfois, ils n'arrivent pas nécessairement à assurer leurs arrières. Puis ça, c'est contre Cavalry et Forge ou même Halifax, ça ne pardonnera pas. Là. On verra. Et Tristan, t'en penses quoi de cette équipe de Pacific? Est-ce que c'est une équipe déjà, je pense on ne s'attendait pas à l'avoir là? C'est sûr que c'était difficile. La 4e place était ouverte à tout le monde, mais n'empêche, quand même, moi, je ne m'attendais pas après quand même un début de tournoi un peu difficile avec juste 2 matchs nuls, une défaite dans les 3 premiers matchs. Je ne m'attendais pas à aller voir celui-ci en 4e place. C'est quand même assez bien, non? Est-ce que c'est une équipe qui va être dangereuse pour toi pour la suite? Premièrement, j'ai pas compris Nolan Worth dans les buts au début. Ouais, moi non plus. Clint Irwin, je dis Clint Irwin a fait un incroyable travail avec le Fury. Mais bon, jeune entraîneur en Pamoduka, entraîneur à surveiller, sincèrement. C'est pas, juste 2 secondes, Tristan, c'est pas Clint Irwin, c'est Callum Irving. Donc, juste. Ouais, j'ai fait la même erreur la semaine passée, right? Ouais, mais c'est correct. Clint Irwin, c'était l'ancien gardien de TFC qui joue maintenant, je pense, à Colorado. Mais Callum Irving, c'est l'ancien gardien de Fury d'Ottawa et le gardien titulaire de Pacific maintenant. Ouais, Callum Irving, il a eu une très bonne saison l'année passée en USL avec Ottawa. Et je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est l'équipe qui a le plus profité de la mort du Fury. Ils ont vraiment été chercher 3 joueurs clés en Thomas Meyer-Giguère, en Callum Irving et en Jamar Dixon. Jamar Dixon qui fait son retour sur Vancouver Island. Il joue pas vraiment sur Vancouver Island, mais il a joué avec les Highlanders de Victoria. Et c'est l'équipe qui lui a donné sa première chance. Il a beaucoup de fierté à jouer pour Pacific, tu le vois. Pamoduka, jeune entraîneur, mais c'est ça. Comme je disais avant de m'être trompé de nom de gardien de but, entraîneur à surveiller. Ouais. Surtout entraîneur à surveiller, jeune entraîneur à surveiller si vous êtes fan de l'Impact de Montréal, parce que j'ai l'impression que si il continue à se développer en tant qu'entraîneur,
Pam Udoka qui parle, je pense que c'est 7 langues. 7 langues, oui. Qui parle 3 langues sur le terrain. Il parle français, il parle anglais, il parle espagnol sur le terrain avec ses joueurs. Moi, c'est ça. C'est un entraîneur qui va être à surveiller pour le futur. Là. Je parle pas de demain. Là. Mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. La progression, sauf le dernier match. Ouais, le dernier ça a match, été difficile. Hey, mais pour vrai, là, si c'était pas de Marco Bustos qui sauve l'équipe puis encore là, VAR, parce qu'il y a eu une main qui a pas été appelée. Parce que là c'est vraiment... C'est ridicule. Là. Sincèrement, là, si VAR n'est pas là en 2021, avec l'entre-saison de moitié d'année et plus qu'on va avoir, là, ils ont le temps là, de l'amener le VAR. Ils ont le temps de parler avec tous les gens autour du monde, avec Howard Webb qui le fait aux États-Unis, avec Mediapro, leur partenaire, parce que Mediapro, si c'était pas d'eux autres, on n'aurait pas l'Atlético Ottawa. Et Mediapro, c'est eux qui si vous n'êtes pas au courant, c'est eux qui ont amené le VAR dans la Ligue chilienne. Donc, c'est eux qui s'occupent de ça. Ouais. Donc, là, peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il y aurait un partenariat à faire encore avec la Première Ligue canadienne et Mediapro pour amener VAR, parce que là, c'est ridicule. Là. Il y a eu énormément de cas, énormément de décisions qui auraient été... Et là, c'est pas une décision par rapport à l'arbitrage. Parce que VAR, là, les plus grosses critiques de ça, c'est « Ah, mais ça ruine le jeu, whatever. » Ça prend trop de temps. Moi, j'ai dit ça parce que ça aide les arbitres. Au final, ça aide les arbitres. S'il y avait une... Puis c'est un peu là, si tu voulais vraiment amener le VAR, tous les matchs sont à un endroit. Ça aurait été plus facile, à mon avis, d'amener le VAR en ce moment, quand il y a juste un endroit où on joue des matchs. Mais encore là, bon, ils avaient le temps. C'est une des dernières ligues à reprendre. Anyway, là, je vais un peu trop loin, là. Mais niveau Pacifique, ça m'a un peu déçu. Le match, tu joues contre Edmonton qui n'a rien à prouver, qui mentalement, si tu lui mets un but rapidement dans le match, ils vont plier là, parce que c'est un cauchemar là, sur l'île du Prince-Édouard pour FC Edmonton. Et sincèrement, le match était tellement terne. Je me rappelle avoir tweeté un moment donné dans le match, est-ce que Pacific sait qu'ils ont besoin d'une victoire? Est-ce qu'ils savent que c'est Decision Day? Au début, c'était comme s'ils s'en étaient pas rendus compte. Tu as vu Pam Udoka parler au micro de One Soccer à la mi-temps, qui avait vraiment pas l'air content de son équipe. Et finalement, ils ont embarqué. Faut remercier Marco Bustos, qui est dans la course pour être le joueur du tournoi. Mais là, il faut que ça embraye, là, parce que là, les 3 matchs, là, ça s'enchaîne rapidement. Ouais. Faut pas perdre son premier match. Si tu perds ton premier match, c'est déjà en retard et ça peut vraiment être coûteux. Donc, moi, Pacifique, je sais pas. Je les regarde aller et je me dis, il va vraiment falloir qu'il y ait un gros changement d'attitude. Il va vraiment falloir qu'ils sortent avec les dents, avec les crocs sortis, là, pour vraiment avoir une chance de finir dans le top 2. Sinon, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, c'est quand même assez bien de les voir là. Il faut dire que Edmonton aussi avait vraiment envie de prouver et pas finir avec juste un point. Finalement, bon, ça n'a pas trop marché. Donc, grosse déception pour les Eddies. Le club le plus ancien de cette ligue-là, quand même, parce que tous les clubs ont été fondés soit en 2018, soit en 2019, ou même 2020 pour Ottawa. Tandis que Edmonton est là depuis très longtemps, vraiment bon dernier avec juste un seul point en 7 matchs. 14 buts encaissés, 5 buts marqués seulement. Donc, pire défense, pire attaque. Un seul point, aucune victoire durant les 7 matchs. Wow. Est-ce que, comment vous avez trouvé cette équipe de Edmonton pour clôturer un peu le tout? Même Jeff Paulus de lui-même a dit, l'entraîneur d'Edmonton, qu'il est peut-être temps pour le club de voir dans une autre direction. Donc, même lui était complètement abattu. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de Jeff Paulus à la tête des Eddies, Daniel?
Ben, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a comme une immunité du côté des dirigeants du FC Edmonton. Là. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai comme vraiment cette impression qu'il a une immunité. Donc, j'ai l'impression que ça doit venir de lui. Ou que peut-être que ça va juste être lui donner un autre poste dans l'académie ou ailleurs dans le club, plutôt que carrément le congédier. Là. Moi, c'est mon impression. Mais le problème, c'est que Jeff Paulus, il a l'air d'un homme vraiment sympathique qui a le club à cœur. Mais comme il l'a dit lui-même, il est peut-être pas la bonne personne pour l'équipe. Puis par contre, le recrutement, c'est pas juste lui. Là. Ça dépend du budget de l'équipe et des intérêts de l'équipe et tout. Il a des joueurs talentueux sous sa main, notamment qui proviennent de l'académie, mais je pense qu'il a peut-être surestimé plusieurs joueurs et surestimé aussi l'impact de Kevin Aleman et Boaka, l'impact potentiel parce ils avaient pas joué en Canadian Premier League par le passé. Puis honnêtement, je regrette vraiment Omar Diop que au moins lui, quand il était sur le terrain, on savait qu'il allait faire quelque chose. Ouais, ben c'est possible. Tristan, quelque chose à dire par rapport à Edmonton, à Jeff Paulus? Jeff Paulus, c'est un peu comme Nick DeSantis à l'Impact de Montréal. Il va se trouver un poste ailleurs dans... Si c'est pas upper management, ça va être à quelque part à l'académie. Mais c'est ça, le FC Edmonton, c'est pas unique dans un sens, là, mais c'est une des équipes de la CPL qui a déjà une académie. Puis une académie qui fonctionne, parce qu'ils ont quand même pompé de certains joueurs, là, faut le dire. Donc, c'est un peu différent de la façon dont on voit les choses. Moi, j'ai déjà dans ma tête quelques entraîneurs. Moi, j'ai l'impression que ça va être un changement d'entraîneur, mais Paulus va garder, je sais pas s'il va être VP de quelque chose ou bien c'est parce qu'il coachait l'académie avant, donc il va être là. Mais j'ai certains noms. Si moi j'étais le Fat Group ou peu importe, je sais pas si je me souviens plus c'est qui exactement le ownership là. Ouais, c'est Fat. Ouais, effectivement. Moi je regarde personnellement là, pour l'expérience qu'il y a eu avec une équipe qui a une académie, avec une expérience de coaching en niveau professionnel. Tu as un Philippe Lafroy qui est libre en ce moment. Ah, ce serait bien ça. Ce serait Philippe très Lafroy bien. À la barre du FC Edmonton, ça serait très, très intéressant. Wow, super bonne idée, grosse belle idée de la part de Tristan D'Amour. Donc voilà ce qui va clôturer ce podcast de CS à l'érable. Merci beaucoup de votre disponibilité, Tristan et Daniel. Merci de votre expertise aussi, bien évidemment. Si jamais vous pouvez rappeler un peu vos pseudos sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je commence par Tristan. Si jamais tu peux donner ton pseudo sur Twitter. Ouais, moi c'est pas trop compliqué. C'est A commercial Tristan D'Amour avec un S à la fin. C'est pas mal là où vous allez avoir tout. Attendez-vous pas trop à du contenu en français par contre. J'essaie, mais c'est pas mal. L'anglais c'est pas mal ma langue première à l'écrit. Parfait. Et toi, mon cher Daniel Cameron, comment on peut te rejoindre? Eh bien, @soccer canadien sur Twitter. Vous pourrez suivre toute l'actualité du soccer canadien. Parfait. Et pour moi, ce sera @soccerenfolie, Adi Raphaël. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.